Allô? 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 Oui, objectif de formation, c'est OK. C'est bon. OK, très bien. Alors, Pardon. Ce que je vous propose, c'est que vous n'hésitez pas, évidemment, à m'interrompre, à poser des questions. Je suis vraiment à votre disposition pendant 1 heure pour essayer de compléter le plus possible votre information sur le sujet que nous allons traiter, qui est donc la gestion des effectifs dans le cadre de la GPEC. Donc, n'hésitez pas à intervenir, hein. Vous intervenez directement en bien pensant à ouvrir votre micro au moment où vous intervenez et je répondrai bien sûr au fil de l'eau et vous pourrez peut-être même aussi échanger ensemble sur des points qui peuvent vous préoccuper. Alors, sur les objectifs généraux de cette formation, donc il s'agit donc de sensibiliser les chefs d'entreprise, les DG, les DRH sur l'importance de la GRH et de la GPEC pour le développement de leur entreprise. Il s'agit également de mobiliser l'ensemble de ces acteurs autour des questions RH et formation et de permettre à la TIBT également, dans le cadre du projet ADFAC, de bien identifier les besoins en compétences pour le développement de l'offre de formation donc de l'offre de formation dans la sous-région. Alors, quels sont les objectifs particuliers du module 1, donc du module qui nous occupe aujourd'hui? Tout d'abord, on va essayer de faire le lien entre les notions d'emploi, de compétences, d'effectifs. Il va également s'agir de voir comment on peut piloter les effectifs de l'entreprise en termes de métier et bien sûr en termes d'impact sur la masse salariale. On va également essayer de voir comment on peut gérer les enjeux de redimensionnement de l'entreprise qui peuvent correspondre à des baisses ou à des hausses de l'activité. Il peut y avoir des questions de fusion d'entreprises qui peuvent aussi entraîner des questions de redimensionnement. J'avais noté lors des formations que j'avais animées en présentiel que de nombreuses entreprises étaient souvent dans des phases parfois de rapprochement, de fusion. Il arrive que des activités changent un petit peu en termes de marque, en termes de nom d'entreprise et qu'il y ait des évolutions organisationnelles. Il y a aussi le sujet de l'ouverture de nouveaux sites d'exploitation ou parfois des recentrages d'activités, par exemple des entreprises qui vont se recentrer soit sur la transformation du bois, soit sur les sites d'exploitation du bois. Donc, il peut y avoir toute une série de points qui font que l'entreprise évolue et que donc il faut en tirer les conséquences sur le plan des effectifs. Et donc, bien sûr, le principal objectif de ce module 1, c'est savoir mettre en place une véritable gestion prévisionnelle des effectifs. Voilà donc pour ce qui concerne notre plan de travail. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec quelques mots sur la GPEC. Alors, comme vous l'avez compris, on ne va pas traiter toute la GPEC aujourd'hui en 1 heure. On va simplement voir les aspects liés à la gestion des effectifs. Mais avant cela, on va quand même essayer de voir comment aborder la GPEC en termes de définition. Alors, la GPEC, c'est donc la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que le mot effectif est très important. Souvent, on dit gestion des emplois et des compétences, mais il ne faut pas oublier la question des effectifs qui est également fondamentale. Alors, c'est une démarche et une méthode pour adapter au mieux les effectifs, les emplois et les compétences aux exigences issues de la stratégie des entreprises et bien sûr aux modifications de leur environnement économique, technique, social, juridique. En d'autres termes, la stratégie d'une entreprise peut faire qu'elle va se tourner vers tel type d'activité ou bien elle va renforcer son activité sur tel ou tel métier et il va s'agir pour la GPEC d'adapter les ressources humaines de l'entreprise à ces évolutions. Donc, on pourrait dire en résumé que la GPEC, c'est la gestion en anticipation des ressources humaines de l'entreprise. Alors, ça permet évidemment de structurer, d'organiser les emplois, de mieux recruter, d'adapter les compétences, de mieux retenir et fidéliser les talents et les collaborateurs sur lesquels vous comptez particulièrement,
Et puis, c'est bien sûr un outil pour développer l'employabilité des agents et les redéployer au sein de l'organisation. Je vous ferai remarquer également que le mot GPEC, c'est un terme qui souvent est employé à concurrence d'autres termes. Mais ne vous inquiétez pas de ces termes qui sont parfois différents parce qu'ils désignent tous au fond la même approche. Donc gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Certains parlent de GAEC, gestion anticipée des emplois et des compétences. Et vous avez le terme qui d'ailleurs est très à la mode en France de GEPP, gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels. Mais peu importe finalement l'acronyme, tous ces termes renvoient tous à la GPEC, c'est-à-dire à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Alors, toujours pour avancer dans le document, alors la GPEC, effectivement, elle permet de traiter les enjeux de gestion des ressources humaines dans une optique que je qualifierais de grand angle. Finalement, vous avez à droite l'activité des services ressources humaines au quotidien, c'est-à-dire à la fois suivre les RH disponibles aujourd'hui, c'est-à-dire suivre les ressources de l'entreprise aujourd'hui, et puis toujours un petit peu anticiper un horizon court terme, c'est-à-dire les recrutements prévus, les mobilités internes prévues, les départs, quel que soit le type de départ, ça peut être des départs à la retraite, ça peut être des démissions, ça peut être des fins de contrat. Mais en tous les cas, sur le côté droit du schéma, vous avez l'activité d'un service RH, je dirais, au quotidien. À gauche, nous avons beaucoup plus une approche en termes euh, de besoins RH qui sont générés par la stratégie et par l'environnement. L'environnement, ça peut être l'évolution de l'environnement juridique, réglementaire, technologique, les machines ou les équipements que vous utilisez, et puis bien sûr les stratégies d'entreprise. Et c'est ça qui va vous générer des besoins RH qui sont plutôt à moyen et long terme. Il ne s'agit pas forcément de besoins RH auxquels il faut répondre dans la semaine ou dans le mois suivant, mais ça va être des besoins RH qui vont se manifester dans les prochains mois et les prochaines années. Et donc la GPEC, c'est donc la technique qui doit permettre la réduction en permanence des écarts entre les ressources dont vous disposez et les besoins qui se manifestent à moyen et long terme. Donc la GPEC, c'est en quelque sorte la technique qui permet d'apprécier les écarts entre les ressources actuelles et les besoins et qui permet de mettre les ressources humaines en adéquation en mettant en place des plans d'action qui vont concerner le recrutement, la formation, la mobilité et même aussi les questions de rémunération peuvent être traitées dans le cadre de la GPEC parce que par la rémunération, on peut peut-être à la fois mieux recruter sur certains emplois, on peut aussi réduire des inégalités, des écarts qui seraient trop grands au sein de l'entreprise. Bref, on a toujours en point de sortie de la GPEC des politiques RH et des plans d'action qui vont tourner sur tout ce qui concerne finalement les processus RH, donc recrutement, formation, mobilité, conditions de travail, organisation du travail, rémunération. Voilà donc pour préciser en quelques mots la GPEC. Qu'est-ce que la GPEC? Comment on peut la définir? Alors, à ce point, à ce stade, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce que nous avons introduit? Non, ça va? Jacqueline, vous êtes là? C'est Oui, juste je pour suis là. voilà, c'est juste pour Oui, oui. m'assurer que nous avons toujours une bonne liaison. Alors, je n'ai pas Non, je suis entendu là. remarquer des participants. Si vous voyez une main se lever, ou n'hésitez pas, hein, de façon à ce que je stoppe la présentation pour répondre à des questions. C'est vous qui avez la main sur le document ou c'est moi? Parce que moi, j'ai du mal à le faire avancer, le document. Je suis là. Je l'avance. Vous le voyez? Alors oui, mais alors moi, quand je veux l'avancer, je n'y parviens pas. Donc, je ne sais pas si vous pouvez avancer le document. Là, il est un peu Oui. bloqué.
Là, je suis Je bloqué sur la l'avance. 6. Là, je suis sur le 7. Ah, alors ça n'a pas avancé de mon côté. Ça n'a pas avancé de mon côté. Alors, ah, ça y est, oui. Là, je suis sur le 7. On dirait qu'il y a un peu un retard chaque fois. Alors, donc, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est une technique qui recouvre deux dimensions. La première, c'est la description des emplois et des compétences de l'entreprise, c'est-à-dire, au fond, se doter d'un référentiel de poste, d'emploi et de compétences. Ça veut dire des fiches de poste ou des fiches d'emploi, et ça signifie une description des compétences requises pour tenir les différents postes et les différents emplois. Alors, de ce point de vue, le secteur des entreprises forestières en Afrique centrale dispose d'un très bel outil porté par la TIBT. Et il faut en remercier Jacqueline et ses équipes, puisque vous disposez d'un référentiel métier global, certes, mais qui permet de détailler finalement tous les grands métiers du bois. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, est-ce qu'on peut revenir à la page d'avant, Jacqueline? Alors là, on est revenu sur la couverture, hein, voilà, très bien. Alors, attendez, là, on était à la page 8, il aurait fallu revenir à la 7. Voilà. Voilà, là, je ne contrôle plus rien. Moi, de mon côté, je n'ai pas du tout la main pour agir sur le document. Alors, donc, oui, Jacqueline, je disais que vous aviez fait au niveau de la TIBT un référentiel métier, et ce référentiel métier répond complètement à l'aspect descriptif de la GPEC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute entreprise forestière de la sous-région peut se référer à ce référentiel métier sur la filière bois avec des fiches qui sont très bien rédigées, très claires. Alors, ça n'empêche pas aux entreprises de réaliser des fiches de poste particulières pour le cas de chaque entreprise, mais en s'inspirant des fiches que vous avez réalisées, qui sont des fiches plus générales, mais qui sont malgré tout extrêmement précises. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un point là-dessus, Jacqueline. Oui, oui, merci beaucoup Thierry. Donc, oui, vraiment, les entreprises pour lesquelles les responsables des ressources humaines ont déjà participé à notre formation, ils ont reçu donc nos fiches métiers et la cartographie des métiers. Euh, je ne sais pas si vous l'avez donc tous, mais si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas de me le dire, d'écrire un petit message dans la partie conversation et nous allons vous l'envoyer. Il n'y a aucun souci, ils sont là pour tout le monde. Ce sont donc des fiches de métier. Bon, je pense qu'on va revenir sur ce sujet tout à l'heure. Après, donc, vous pouvez les adapter pour vous, pour vos besoins internes, pour les fiches de poste. Mais je pense que ça va être un sujet tout à l'heure. Alors, on va le voir, effectivement, Jacqueline, on va le voir aujourd'hui, mais on va le voir même encore plus lors du prochain module, lors du module 2, où on sera vraiment très centré sur l'aspect métier et compétences. Aujourd'hui, on Super, est plus super. effective. Voilà, alors donc, une fois qu'on a fait la description des emplois et des compétences de l'entreprise, on peut vraiment entrer dans la partie opérationnelle de la GPEC, c'est-à-dire réaliser des diagnostics, mettre en place ce qu'on appelle un cycle de GPEC, on va le voir dans quelques minutes, et puis bien sûr, ça va permettre d'utiliser la GPEC comme politique RH pour conduire les transformations. Alors, si on peut passer à la planche suivante. Alors, en quoi la GPEC facilite-t-elle le pilotage de la stratégie de l'entreprise? Alors, tout d'abord, elle permet une approche globale des RH. Ça permet de travailler sur tous les aspects, les statuts, les emplois, les effectifs, les compétences, l'organisation du travail. Ça permet d'adapter les ressources humaines de l'entreprise à des environnements qui sont évolutifs. Ça peut être la réglementation, les technologies, etc. Ça permet en fait indirectement de passer d'une administration du personnel, je dirais un peu à l'ancienne, à une gestion dynamique du capital humain, parce que quand on fait de la GPEC, on doit s'intéresser à des questions
qui tourne autour du recrutement, de la formation, des compétences, des emplois. Et donc, on n'est pas uniquement sur la partie purement administrative des RH, qui est très importante aussi, mais les RH, ça n'est pas que l'administration du personnel, ça n'est pas que les contrats de travail ni la paye, c'est aussi tous les autres sujets qu'on vient d'évoquer. La GPEC représente également un levier pour conduire une transformation interne et ça permet évidemment, au travers de ce qu'on appelle le schéma directeur RH, de consolider l'ensemble des politiques RH. Donc on pourrait dire que la GPEC permet de répondre à l'enjeu suivant: comment positionner les bonnes compétences au bon endroit et au bon moment pour mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise. Donc c'est une technique ou une méthode qui permet l'adéquation entre les ressources et les besoins de l'organisation. Alors, on peut passer à la planche suivante. Alors, on va rentrer maintenant un peu plus sur ce qui est le cœur de ce module, la gestion des effectifs. Alors, avant de parler de gestion des effectifs, il nous faut parler des effectifs directement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met derrière effectif. Ça paraît simple, mais on va voir que c'est une donnée qui est parfois un peu plus complexe à aborder. Et pour les participants qui, au cours de ce module de formation, sont amenés parfois à travailler sur des tableaux de bord qui mentionnent les effectifs, c'est bien de faire un peu le rappel de quelques définitions qu'on va voir à la planche suivante. Alors tout d'abord, précisons que l'effectif, ce n'est pas une donnée absolue avec une définition unique. Il y a plusieurs définitions de l'effectif. Tout d'abord, vous avez l'effectif inscrit, c'est le nombre total de collaborateurs, de salariés sur lequel l'entreprise peut théoriquement compter. Alors qu'est-ce que je veux dire? C'est simplement les gens qui sont inscrits dans le registre du personnel et qui ont un lien juridique avec l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont signé un contrat de travail. Ça, c'est l'effectif inscrit, donc on pourrait dire que c'est l'effectif qui rassemble tous les collaborateurs, entre guillemets, officiels de l'entreprise parce qu'ils font partie de l'effectif contractuel de l'entreprise. Ce sont des gens qui ont un contrat de travail. Donc, dans l'effectif inscrit, évidemment, tout ce qui est consultant, intérimaire, on ne le comptabilise pas, on comptabilise véritablement les salariés, les collaborateurs qui ont un contrat de travail. L'effectif présent, c'est l'effectif inscrit, donc celui qu'on vient de voir, mais on y enlève les absences de longue durée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des absences de longue durée? Ça peut être des absences, alors en France, on prend plutôt le critère d'absence de plus de 1 an, c'est-à-dire des gens qui peuvent être absents pour longue maladie. Ça peut être des gens qui sont détachés provisoirement dans une autre structure, dans une autre entreprise ou dans une autre filiale. Et ça peut être également des gens qui sont en arrêt maladie ou suite à un accident du travail et qui donc sont absents durablement de l'effectif présent. Donc l'effectif présent, c'est l'effectif inscrit moins les absents de très longue durée. Et donc on peut considérer que l'effectif présent, c'est la force de travail réelle de l'entreprise. Évidemment, si des gens ne viennent pas travailler durablement, évidemment, bien sûr, on va suspendre leur salaire, mais normalement, ces gens vont sortir de l'effectif présent. L'effectif présent ne compte que la force de travail réelle sur laquelle vous pouvez compter. En revanche, dans l'effectif présent, vous allez quand même comptabiliser toutes les absences de courte durée, c'est-à-dire que tous les gens qui sont en arrêt maladie habituel de quelques jours, ou les gens qui ont fait une demande d'absence exceptionnelle pour raison familiale ou autre, tous ces gens-là continuent d'être comptabilisés dans l'effectif présent. Le troisième type d'effectif, c'est l'effectif pondéré et on prend en compte le temps de travail. Alors, je sais bien que Pardon, oui, pardon Thierry, je pourrais oui, poser une question. oui, Comme je suis une femme, par exemple, une femme qui a une absence de quelques mois pour, qu'on appelle ça quoi, congé de maternité, grossesse, oui. oui, voilà, ça compte comme longue Alors, durée ou courte? ça va dépendre de la définition de la longue durée. En France, on est plutôt sur des longues durées de 1 an, ce qui va plutôt correspondre à des arrêts de longue maladie, des gens qui ont une maladie qui ne permet pas une guérison rapide, ou ça peut être des gens qui ont eu un accident du travail et qui malheureusement restent immobilisés pendant une longue période. Normalement, les congés maternité vont être
ne vont pas être retranchés de l'effectif présent, parce qu'on va être sur une durée quand même plus courte. Mais ça peut dépendre. On a des institutions ou des entreprises, ça peut être des institutions publiques ou des entreprises privées, qui peuvent avoir comme définition de l'effectif présent, l'effectif inscrit moins également des absences de type congé maternité. Et là, on serait sur des absences de quelques mois. En fait, Jacqueline, ça va beaucoup dépendre du type d'activité de l'entreprise. Si c'est une activité qui est en flux tendu, dans lesquelles on a vraiment besoin de tout le monde à tout moment, on va plutôt avoir tendance à privilégier une définition très minimale de l'absence de longue durée. C'est-à-dire que dès que vous êtes absent 3 mois, vous allez être dans le lot des absences de longue durée. Maintenant, si vous êtes dans une entreprise de service, dans des entreprises où la main-d'œuvre, malgré tout, ne travaille pas autant en flux tendu ou dans l'urgence, là, on va plutôt revenir à une longue durée qui correspondrait à peu près à 1 an. Ça va beaucoup dépendre du type d'entreprise. Une entreprise, par exemple, alors on pourrait considérer que les entreprises forestières, de par leur activité et de par une activité très soutenue qui fait que le bois doit partir tous les jours, ou en tout cas à période très régulière, sinon c'est toute la chaîne de création de valeur qui s'écroule. Là, l'entreprise pourrait retenir un effectif, une absence de longue durée avec une définition plus restrictive, c'est-à-dire des absences, mettons, de plus de 3 mois. Ça va dépendre de... Il n'y a aucun texte légal qui va définir l'effectif présent. C'est une définition méthodologique. Elle correspond en général à 1 an, mais certaines entreprises peuvent considérer que l'absence de longue durée, c'est quelque chose de plus court, et donc elles vont avoir une définition plus resserrée de l'effectif présent. Ouais, et ça a l'air très logique, surtout pour nous, pour les entreprises forestières et industrielles. Oui, oui, parce qu'effectivement, si Parce que un, l'équipe doit être complète, ouais. oui, alors je vois qu'Angélique nous demande si ça s'applique au CDD, au CDI. Oui, tout à fait. Alors l'effectif présent, alors là encore, euh, le problème, c'est la conception du CDD. Il y a parfois des entreprises qui font que des CDD s'enchaînent les uns après les autres et ça revient finalement à un CDI déguisé. Normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Donc un CDD, normalement, ça serait le remplacement d'une personne qui est absente. Et donc, du coup, le CDD, on va le compter dans l'effectif inscrit et donc dans l'effectif présent. Là où, en revanche, vous pouvez avoir un calcul qui serait un peu biaisé, c'est si jamais vous avez des saisonniers, par exemple, ou des gens qui viennent travailler sur une période de l'année seulement. Ces gens-là peuvent avoir un rapport contractuel avec l'entreprise, mais qui n'est pas inscrit dans la très longue durée. Et c'est là qu'on arrive à la définition de l'effectif pondéré, c'est-à-dire la prise en compte du temps de travail. Alors, vous voyez que là, j'ai pris des formules ou des termes qui sont pas tellement utilisés dans des entreprises, notamment en Afrique centrale, un salarié plein temps et un salarié mi-temps, parce que très souvent, tout le monde est plein temps. La notion de mi-temps existe beaucoup plus en Europe. Quand on est dans l'effectif pondéré, ça veut dire qu'on met en rapport, en cohérence, l'effectif et le temps de travail, ce qui veut dire qu'un salarié compte pour un ETP. ETP, ça veut dire équivalent temps plein. Donc, un salarié à plein temps compte pour 1 et un salarié à mi-temps compte pour 0,5. Un salarié aux 3/4 temps compterait pour 0,75. C'est-à-dire qu'on fait un rapport entre le temps et l'effectif. Cela dit, la notion d'effectif pondéré ne s'applique pas simplement en termes de temps travaillé sur la semaine ou sur le mois, mais également sur l'année. Ce qui veut dire que normalement, si vous faites un calcul de votre effectif sur 1 an et qu'il y a des gens qui ne sont présents que 6 mois, normalement, ils ne vont compter que pour 0,5. Donc l'effectif pondéré, c'est un recalcul de l'effectif qui tient compte du temps de présence des gens. Ça peut être sur une semaine, sur un mois ou sur 1 an. Si c'est sur 1 an, ça veut dire que du coup, les gens qui ne travaillent que 6 mois chez vous, parce qu'ils viennent en renfort sur une période donnée, sur l'effectif global de l'année, vous n'allez pas les compter comme 1, vous allez compter uniquement comme 0,5 parce qu'ils ne sont là qu'une partie de l'année. Voilà ce qu'on appelle l'effectif pondéré. Et enfin, l'effectif payé, eh bien, c'est l'effectif
qui est payé par l'entreprise directement. Alors, en général, c'est l'effectif inscrit et à tout le moins l'effectif présent. Et cet effectif payé, c'est ce qui va compter évidemment pour le directeur administratif et financier ou pour le comptable, parce que c'est là que va se jouer le calcul de la masse salariale. Donc l'effectif payé en général correspond à l'effectif inscrit ou présent, sauf comme je vous l'ai dit, s'il y a des salaires qui sont interrompus. Alors je vais prendre un exemple très simple. Vous pouvez avoir, imaginons quelqu'un qui prendrait un congé sabbatique vraiment, on va dire, à ses frais, sans être évidemment payé par l'entreprise pendant quelques temps. Alors, il sera toujours dans l'effectif inscrit, mais il va sortir de l'effectif présent et il va sortir de l'effectif payé parce que son salaire sera suspendu durant un certain temps. L'effectif payé peut aussi être en décalage si jamais vous avez des institutions comme la sécurité sociale qui prennent le relais pendant un moment et qui payent les gens pendant leur arrêt de travail suite à un accident du travail ou un arrêt maladie. Et dans ce cas, l'entreprise ne paye plus, c'est le relais qui est pris par la sécurité sociale à laquelle évidemment contribue aussi l'entreprise. Voilà, mais donc du coup, les 4 définitions des effectifs sont un peu différentes. Donc en général, quand vous présentez des tableaux dans lesquels vous mentionnez votre effectif, vous allez être en général sur l'effectif inscrit. C'est parce que c'est celui-là qui a un peu le chiffre officiel. Mais attention au fait que si vous avez des gens qui sont absents sur une longue durée, l'effectif présent, du coup, représente davantage la force de travail réelle de l'entreprise. Voilà. Et puis, donc, là, j'ai parlé des définitions de l'effectif. Puis après, il y a la manière de le compter, de comptabiliser l'effectif et de le suivre. Et alors là, il n'y a pas 36 manières, il y en a 3 principalement. La première, ça consiste à prendre en compte l'effectif à l'instant T. Mais alors, si vous dites effectif à l'instant T, ça veut dire que vous avez un système qui vous permet d'enregistrer quotidiennement les effectifs. Ça veut dire que soit vous avez un système de badgeage ou un système de relevé de présence qui va faire que tous les jours, on sait qu'il y a tant de personnes dans l'entreprise. Alors là, il ne faut pas se leurrer, il y a très peu d'entreprises qui font ça, qui ont un suivi aussi resserré au jour près. Souvent, c'est un suivi à la semaine et plus souvent au mois. Mais on pourrait imaginer, avec une entreprise qui serait dotée d'un très bon système d'information RH et peut-être d'un relevé de présence tous les jours, soit de manière automatique par badgeage, soit de manière manuelle, eh bien, on pourra avoir une comptabilité de l'effectif à l'instant T, c'est-à-dire jour par jour. La deuxième technique qu'on utilise, et celle qu'on utilise le plus souvent vis-à-vis des institutions, notamment sociales, je pense à tout ce qui est inspection du travail, etc., c'est l'effectif qui est arrêté au 31 décembre de l'année N-1, c'est-à-dire qu'on prend comme effectif officiel l'effectif qui était le vôtre au 31 décembre de l'année qui précède. Et souvent, dans les tableaux de bord, dans les bilans, c'est l'effectif que l'on calcule de cette manière. Il y a une troisième manière de calculer l'effectif, c'est en faisant la moyenne des 12 mois précédents, plus exactement des 12 mois de l'année N-1. Alors c'est beaucoup plus précis parce que le 31 décembre de l'année N-1 peut être un mois spécial pour lequel il y aurait eu des départs à la retraite, mettons, mais pas encore de recrutement pour les remplacer. Et donc le chiffre de donné le 31 décembre de l'année N-1 peut s'avérer un peu faux d'une certaine manière. En tout cas, ne reflétant pas réellement l'effectif de l'entreprise. Alors que si vous faites la moyenne des effectifs des 12 mois de l'année précédente, donc vous additionnez les effectifs des 12 mois et vous divisez par 12, là vous aurez un effectif qui sera vraiment très exact parce qu'il va vraiment refléter l'activité de l'entreprise. Parce qu'il y a des mois où vous aurez des recrutements, il y a des mois où il y aura des départs à la retraite et tout ça s'égalise à peu près, s'équilibre sur l'année. Donc si vous faites ce qu'on appelle l'effectif moyen annuel, c'est la mesure qui est la plus précise parce qu'elle vous donne vraiment, elle reflète vraiment l'effectif réel de l'entreprise sur une année. Voilà donc pour les manières de calculer l'effectif. Alors,
peut passer s'il n'y a pas de questions. Voilà, alors le schéma suivant était, j'ai préparé ce schéma pour finalement vous montrer la dynamique générale de la GPEC et plus particulièrement des effectifs. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez dans la partie verte tout ce qui renvoie aux besoins RH à moyen et long terme, c'est-à-dire à la stratégie d'entreprise où il peut y avoir un développement d'activité, l'acquisition d'une autre entreprise, le recentrage sur une activité ou au contraire l'extension de l'activité. Et puis, à côté de ça, il y a l'évolution des activités qui ne dépendent pas de l'entreprise, c'est-à-dire le fait qu'il y a de nouveaux équipements qui interviennent, de nouvelles machines, de nouveaux outils. Il peut y avoir également des changements de réglementation. Tout ce qui concerne d'ailleurs les procédures de certification, ce sont des choses qui s'imposent à l'entreprise et l'entreprise doit en tenir compte, c'est-à-dire en quelque sorte de l'extérieur. Et tous ces éléments, à la fois stratégiques et qui sont plutôt environnementaux, qui sont dans le contexte de l'entreprise, ça va en quelque sorte générer des besoins RH en termes d'emploi, de compétences, d'effectifs. Ça, c'est la partie gauche du tableau. La partie droite du tableau, c'est tout ce qui se passe dans l'entreprise de manière presque naturelle. Vous avez vos ressources disponibles, des emplois, des effectifs, des compétences, une masse salariale évidemment, et ce que j'appelle la pente naturelle, c'est tous les départs naturels. Parce que si vous ne faites rien, que vous n'intervenez pas du tout en tant que RH ou en tant que directeur général de l'entreprise, si vous ne faites rien, votre effectif va décroître naturellement. Il va décroître parce qu'il va y avoir des départs à la retraite ou d'autres types de départs, des démissions, des licenciements. Donc, cette pente naturelle, elle conduit à diminuer finalement les ressources de l'entreprise. Et puis, il y a tout ce qui concerne les mouvements prévisibles, c'est-à-dire des gens qui vont peut-être changer de poste, qui vont changer d'équipe, qui vont peut-être changer de site au niveau du lieu où ils travaillent. Donc. Et ça, ce sont tous les mouvements prévisibles. Et donc, quand on prend les ressources disponibles, qu'on regarde un petit peu la pente naturelle avec la retraite, les départs à la retraite, les autres types de départs, et puis un peu les changements d'affectation, ça vous permet d'avoir une projection RH qui peut être sur quelques mois, qui vous permet de dire d'ici 3 mois ou 4 mois, voilà à peu près où on en sera en termes d'effectifs et d'emploi. Et donc la GPEC, comme je le disais tout à l'heure, c'est la démarche dans laquelle on va comparer en permanence ces deux ensembles, c'est-à-dire d'un côté les projections RH que vous pouvez faire au niveau de la DRH et d'autre part les besoins RH à moyen et long terme. Si par exemple il y a des changements dans la réglementation liés au métier, s'il y a des changements technologiques, eh bien, dans le cadre de la GPEC, on va essayer immédiatement de voir quels vont être les impacts de ces changements en termes d'emploi, en termes de compétences, en termes d'effectifs. Et c'est ce travail permanent de comparaison entre les ressources que l'on a aujourd'hui et que l'on projette à 2-3 mois et les besoins qu'on a sur le moyen terme. Et tout ça, ça nous amène à des plans d'action qui vont être des plans de recrutement, de mobilité, de formation, etc. Donc la GPEC, c'est en quelque sorte la démarche globale dans laquelle les RH, avec l'appui des managers et de la direction générale, essaient en permanence de réduire l'écart entre les ressources dont ils disposent et les besoins de l'entreprise. Mais au lieu de considérer uniquement les ressources actuelles et les besoins actuels, on essaie un peu de faire un pas dans le futur et on essaie d'anticiper certains besoins qui ne sont pas encore effectifs aujourd'hui, mais qui vont émerger très prochainement ou qui vont émerger dans les prochains mois. Et de même qu'on réfléchit sur les ressources actuelles, mais pas que sur les ressources actuelles, on essaie d'anticiper aussi les ressources telles qu'elles seront dans 3 semaines, dans 3 mois, parce que vous aurez des départs peut-être compensés par des arrivées que vous avez déjà programmées, ou bien alors il faudra déclencher des recrutements supplémentaires, et c'est bien ce qu'on retrouve dans les plans d'action en termes de recrutement. Voilà donc la GPEC vue d'un point de vue global. Donc vous comprenez que vous ne pouvez pas faire de GPEC si la dimension effective n'est pas sous contrôle, parce que du coup, vous n'allez pas travailler
avec la dimension volume. Vous n'aurez pas la dimension volume du personnel, donc vous allez travailler sur des emplois, des compétences, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi être capable de faire des projections en termes de nombre de salariés. Alors, je vois que M. Dimitri n'entend plus rien. Je crois que vous l'avez vu, Jacqueline également. On a un souci de réception pour Dimitri, je crois. Jacqueline? Oui, oui, je vois son Oui, message. vous voyez Je son message? mais je ne vois pas pourquoi. Je vais essayer de ce qui se passe parce que nous, de notre côté, on n'a rien changé. Ah, Vous m'entendez bien de votre côté? très bien. D'accord. Bien, je ne sais pas si on avance entre-temps, comme je Oui, je vois vois que… qu'Angélique est en train d'écrire aussi. Ah, dans ce cas, il y a peut-être d'autres soucis. Non, elle dit que c'est bon C'est pour bon. Angélique. C'est bon. Chérie, j'ai mis le prochain diapo, hein. Allô, allô? Oui, Thierry, vous aviez Oui, disparu c'est bon. et vous êtes de Oui, retour, heureusement. oui, j'ai perdu la connexion, moi aussi, pendant quelques instants. Très bien, je vous reconnais à la page 12, c'est bon? C'est là, oui. Ok, très bien, très bien. Alors, donc, pour poursuivre donc l'exposé, une fois qu'on a vu un peu la mécanique générale de la GPEC, on va voir comment traiter les effectifs dans le cadre donc de la GPEC. Alors, tout d'abord, il faut dire que ce qui compte avant tout, c'est pas tellement la photographie des effectifs. Aujourd'hui, précisément, aujourd'hui, le 13 juin à 18h ou 19h, ce qui compte, c'est la dynamique, c'est-à-dire comment les effectifs évoluent, quels sont les mouvements prévisibles, quelle est la démographie prévisible des effectifs et dans quelle mesure doit-on recourir éventuellement à du renfort, à du personnel extérieur. Alors pour ça, on utilise plusieurs indicateurs. Tout d'abord, un indicateur très important qui s'appelle le taux de rotation ou le turnover. Alors on le calcule en faisant la somme des entrées et des départs sur l'année. On divise cela par 2 et on le rapporte à l'effectif total. Et ensuite, on multiplie par 100 pour obtenir un pourcentage. Donc, si vous voulez vous livrer à un petit calcul de votre taux de rotation dans votre entreprise, vous prenez l'année, mettons l'année 2023, vous prenez en compte toutes les entrées de 2023, donc tous les recrutements, ensuite tous les départs de 2023, toute forme de départ, hein, licencié, démission, retraite. Vous additionnez les entrées plus les départs, vous divisez ce chiffre par 2 et vous le rapportez, vous le divisez par l'effectif total de l'entreprise. Vous allez obtenir un chiffre avec 0, quelque chose, vous le multipliez par 100 et vous aurez votre taux de rotation. Le taux de rotation exprime en quelque sorte le renouvellement interne de l'entreprise, le fait que l'entreprise se renouvelle en partie au niveau du personnel. Alors, il ne faut pas qu'elle se renouvelle trop parce que sinon, ça serait un signe d'instabilité. Mais une entreprise où il n'y a pas du tout de turnover, ce n'est pas très bon non plus parce que ça veut dire que les gens tombent dans la routine et qu'il n'y a plus vraiment de sang neuf qui arrive dans l'entreprise. Alors, le taux d'entrée, c'est tout simplement
le nombre d'entrées rapporté à l'effectif total fois 100, et le taux de départ, c'est le nombre de départs rapporté à l'effectif total fois 100. Alors je précise que ces indicateurs, on les calcule plutôt sur l'année pour avoir une vision d'ensemble. Le taux de mobilité interne, ça va être le nombre de changements de poste sur l'année. Alors là, on est en interne à l'entreprise. Le nombre de personnes qui ont changé d'affectation rapporté à l'effectif total multiplié par 100. Donc vous prenez tous les gens qui ont changé d'affectation sur l'année, c'est-à-dire qui ont changé de poste, vous rapportez cela, vous le divisez par l'effectif total, vous obtiendrez là à nouveau un chiffre avec 0, quelque chose, vous le multipliez par 100 et vous aurez votre taux de mobilité interne. Le taux de mobilité interne montre si le fait qu'il y a dans l'entreprise du mouvement, c'est-à-dire des gens qui changent de métier ou qui changent de poste. Et bien sûr, c'est très important parce que c'est un signe de dynamique RH forte. Le taux d'absentéisme, c'est le nombre total de jours d'absence qui est rapporté au nombre total de jours travaillés sur l'année, multiplié par 100. Et là, ça va vous donner votre taux d'absentéisme. Taux d'absentéisme qui peut renvoyer soit à l'absentéisme total, soit uniquement à l'absentéisme maladie, soit uniquement à l'absentéisme court de 1 jour, 2 jours. Donc après, vous pouvez décliner cet indicateur avec toute forme d'absentéisme. Quand on parle du taux d'absentéisme sans précision, on fait référence à l'absentéisme global, c'est-à-dire toute forme d'absentéisme, c'est-à-dire les absences justifiées et non justifiées. Alors évidemment, il n'y a pas les congés payés, il n'y a pas les jours fériés. Dans le taux d'absentéisme, ça va être les jours d'absence alors que le salarié aurait dû être là. Alors soit c'est justifié par une maladie, par un problème, soit c'est injustifié et l'entreprise n'a pas été prévenue ou le manager n'a pas été informé au préalable, mais c'est tout ça qu'on va compter dans le taux d'absentéisme. Alors, pardon Thierry, oui. là, si je dépose encore une question. Donc là, c'est très clairement, on se réfère à l'effectif présent, hein? De ça, là, on a parlé au tout début. Alors, Jacqueline, en fait, votre question est intéressante parce que, en fait, on devrait toujours se rapporter plutôt à l'effectif présent. Mais il est vrai que les entreprises, souvent, se basent sur les chiffres de l'effectif inscrit parce que c'est celui qui est communiqué dans les bilans sociaux et à toutes les institutions, autorités publiques comme l'inspection du travail, les différents ministères d'autorité, etc., etc. Donc, il est vrai que méthodologiquement, ça serait mieux de le rapporter à l'effectif présent. Vous avez tout à fait raison. Dans les faits, les RH parfois sont un peu feignants ou en tout cas, ils ne veulent pas non plus multiplier les données. Alors souvent, malgré tout, on se base sur l'effectif inscrit parce que c'est l'effectif qui a été communiqué aux institutions publiques, qui est un peu l'effectif officiel. Mais il est vrai que Ah, d'accord. la logique, ce serait plutôt de le rapporter à l'effectif présent. Oui, parce que ce sont quelqu'un qui est malade depuis longtemps, effectivement. Oui, Ah, en fait, du coup, il fait un énorme taux d'absentisme. Oui. Oui, alors en fait, Jacqueline, ce qu'il faut voir, c'est que le taux la question de l'effectif présent dans des entreprises comme les entreprises forestières où normalement, si les gens ne sont pas là, bah, après ils ne sont pas payés, ils sortent de l'entreprise. C'est moins important que dans des administrations, vous savez, où parfois il y a des gens qui disparaissent dans la nature, on ne les revoit plus pendant 3 ou 4 mois et ils continuent d'être payés. Ça arrive très très souvent. Et là, c'est important d'avoir le chiffre du présent parce qu'il ne colle plus avec l'effectif inscrit. Je me souviens au Gabon avoir beaucoup travaillé avec le Trésor public où il y a parfois, mais comme dans d'autres administrations, des gens qui sont absents sur de très longues durées. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas où ils sont et ils continuent de toucher leur traitement, leur salaire. Et là, c'est très grave. Et c'est là que le calcul du présent peut être très important. Je pense que dans les entreprises forestières, l'écart entre l'inscrit et le présent ne doit pas être trop grand, je pense. Mais vous savez mieux, enfin, vous voyez mieux ce point que moi, vous y voyez sans doute plus clair sur cette question-là. En tout cas, oui, je vous dirais que ça serait plus pertinent méthodologiquement de rapporter ces taux à l'effectif présent.
si on a pu calculer l'effectif présent, bien sûr. Alors, une fois qu'on a calculé l'effectif, qu'on l'a calculé, qu'on l'a traité précisément, on voit que cet effectif peut être mis en relation avec d'autres notions RH. Ça peut être l'effectif ventilé par statut, c'est-à-dire combien vous avez de cadres, combien vous avez de techniciens ou d'agents de maîtrise ou d'employés, combien vous avez d'ouvriers. Alors ça permet d'avoir une vision sur l'équilibre général de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'il y a, un nombre suffisant à chaque niveau? Est-ce que c'est bien équilibré? Est-ce qu'il n'y a pas trop de cadres ou pas assez de cadres ou trop de maîtrise, pas assez de maîtrise? Bon, là, c'est plus une question d'équilibre. L'effectif peut être ventilé par classe d'âge, c'est-à-dire on va voir combien il y a de personnes dans chaque classe d'âge, alors par année de naissance, ce qui vous permet ensuite de faire ce qu'on appelle la pyramide des âges. Vous pouvez ventiler l'effectif par métier et par emploi. Alors c'est là qu'on revient sur le référentiel métier compétences porté par la TIBT ou les fiches de poste qui existent dans les entreprises, c'est-à-dire calculer l'effectif par type d'emploi, dire par exemple, ben, on a tant d'abatteurs, tant de cubeurs, tant de cartographes, tant de pépiniéristes, par exemple, si je fais référence à des métiers qui sont dans le référentiel. Donc là, c'est un effectif ventilé plutôt par métier ou emploi. Et puis, l'effectif peut être ventilé par type d'enjeu, c'est-à-dire par type d'emploi, mais emploi vu en termes d'enjeu. Alors là, on va passer directement à la page suivante pour que je vous explique ce que c'est que ce type d'enjeu. En fait, du point de vue des ressources humaines, de la DRH, tous les emplois ne nécessitent pas le même suivi. Certains emplois doivent être suivis de manière plus resserrée et avec une plus grande vigilance. C'est ce qu'on appelle le niveau d'enjeu de l'emploi. Alors, on distingue différents types d'emplois. D'abord, il y a les emplois en tension. Ce sont les emplois dont le nombre de titulaires n'est pas suffisant par rapport aux besoins de l'entreprise. Donc, si par exemple l'emploi d'abatteur est en sous-effectif par rapport à la charge de travail, vous direz que abatteur est un emploi en tension. C'est un emploi pour lequel il manque des bras, il manque de la force de travail. Un emploi clé, c'est un emploi qui est jugé particulièrement déterminant dans les processus, dans la chaîne de création de valeur de l'entreprise. C'est-à-dire c'est un emploi qui, si jamais il n'est pas tenu, va vraiment mettre à mal l'activité de l'entreprise. Alors un emploi clé, ça peut être un emploi, par exemple, de direction de site ou de manager, de chef d'équipe. Enfin, ça va dépendre complètement de l'activité de l'entreprise. En tout cas, l'emploi clé, c'est un emploi qu'on juge vraiment stratégique pour l'entreprise. Le contrôleur de gestion, par exemple, peut être vu comme un emploi clé parce que c'est lui qui va vraiment pouvoir calculer les éléments de performance de l'entreprise. L'emploi critique, c'est un emploi dont le remplacement des titulaires est difficile par la rareté des profils sur le marché, par un haut niveau de rémunération exigé ou encore par la forte expertise requise. Là encore, je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si vraiment je vous donne ça à titre d'exemple, mais peut-être que cet exemple est mal choisi. Vous pourriez par exemple considérer que c'est difficile de trouver un bon sociologue qui va pouvoir travailler dans une entreprise forestière. De ce point de vue, le sociologue serait un emploi critique. De la même façon, quelqu'un qui travaille dans la prospection, quelqu'un qui travaille dans la cartographie, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette compétence-là, on pourra considérer que c'est un emploi critique parce que c'est difficile de remplacer les titulaires si jamais les titulaires quittent l'entreprise. Ensuite, on a la notion d'emploi évolutif, un emploi dont les activités et les compétences requises évoluent de manière permanente. C'est-à-dire c'est des emplois qui ne sont pas très stabilisés au niveau des compétences. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des emplois qui sont mal tenus, mais ça veut dire que ce sont des emplois dont le portefeuille de compétences évolue beaucoup. Ça peut être le cas, par exemple, les responsables de certification, probablement, ou les qualiticiens, les gens qui travaillent dans la qualité, ce sont des emplois évolutifs parce qu'il y a souvent des compétences nouvelles en termes de normes qualité, de standards de certification qui vont évoluer. Donc, l'emploi doit s'adapter en permanence. Des emplois dans le domaine de l'informatique aussi peuvent être des emplois évolutifs. Alors ensuite, il y a les emplois en déclin ou disparition, qui sont des emplois qui sont en train de décroître ou de disparaître parce qu'il n'y a plus lieu, leur activité ne s'impose plus.
Il y a ensuite ce qu'on appelle les emplois exposés, qui sont des emplois particulièrement exposés à des risques physiques ou psychologiques, ou les deux. Bon, on pourrait considérer que tous les emplois où on a des outils qui peuvent blesser gravement les gens sont des emplois potentiellement exposés, même s'il y a les équipements de sécurité. Et puis les emplois à contenu pauvre, ce sont les emplois qui ne nécessitent pas du tout de qualification. Et alors, ça peut être un problème si jamais vous voulez, si vous voulez recaser les gens, les reclasser dans d'autres emplois parce que vous avez moins besoin d'eux. Alors, soit vous pouvez mettre fin à leur contrat ou les débaucher, mais vous pouvez aussi avoir envie de les reclasser dans un autre emploi. Et les emplois à contenu pauvre sont des emplois où il y a très peu de qualifications. Donc, il faut souvent faire des mises à niveau pour les gens qui tiennent ces emplois, parce que ces gens vont avoir du mal à se repositionner facilement à l'intérieur de l'entreprise par manque de qualification de base. Donc, ça peut arriver aussi dans une entreprise d'avoir des emplois à contenu pauvre. Alors, je précise bien que tous les emplois ne sont pas en tension, clé, critique, etc. C'est seulement certains emplois de l'entreprise qui rentrent dans ces définitions-là. Et puis, un emploi critique dans une entreprise ne sera peut-être pas critique dans une autre. Un emploi en tension dans une entreprise ne sera pas forcément en tension dans une autre entreprise. Donc, chaque fois, cette grille de lecture doit être faite à l'intérieur de l'entreprise pour qu'elle soit vraiment pertinente. Alors, on peut passer à la planche suivante. Donc, on va voir maintenant comment piloter les effectifs en cohérence avec les emplois et les compétences. Alors, je vais vous donner quelques éléments de méthode pour installer une véritable gestion des effectifs dans l'entreprise. Tout d'abord, vous devez choisir le ou les types d'effectifs que l'on veut suivre, l'inscrit, le présent, le payé. Alors, vous pouvez tous les suivre, bien évidemment, mais ça multipliera un peu vos tableaux de bord. Comme vous pouvez mettre le paquet sur un type d'effectif en disant ben, on va se concentrer sur l'effectif inscrit. Après, vous allez définir la méthode de comptage, c'est-à-dire est-ce que c'est au 31 décembre de l'année N-1, est-ce que c'est la moyenne des 12 mois de l'année précédente. Bref, vous allez définir la méthode de comptage. C'est très important parce que dans les tableaux que vous produirez, il faudra chaque fois que vous mentionnez la méthode de comptage pour que il n'y ait pas des confusions. Si par exemple dans un tableau, vous comptez l'effectif au 31 décembre de l'année d'avant et dans un autre tableau, vous comptez la moyenne, vous n'allez pas avoir le même effectif. Et donc, il faut toujours s'en tenir à une seule méthode de comptage pour vos tableaux de bord et pour votre bilan social. Ensuite, il faut établir une double comptabilité des effectifs, à la fois par site, par direction, par service ou par équipe. Et puis, il faut une comptabilité des effectifs par métier, emploi, c'est-à-dire sur chaque grand métier de l'entreprise, combien on a de personnes disponibles, combien on a d'abatteurs, combien on a de cubeurs, combien on a de pépiniéristes, combien on a de spécialistes de chargés du GPS, en fait, de gens qui travaillent sur le GPS ou sur la cartographie, combien on a de gens qui travaillent dans la transformation du bois et dans l'utilisation de telles machines, etc., etc. Une fois que vous avez établi cette double comptabilité, vous allez mettre en place des indicateurs. Donc, c'est les fameux indicateurs que nous avons vus à la page précédente. Taux de rotation, taux d'entrant sortant, taux de mobilité interne. Et ces taux, vous allez les suivre. Alors, vous allez les suivre peut-être par mois ou au moins faire un relevé par an. Moi, je trouve que c'est mieux de les suivre chaque mois, mensuellement. Puis, bien sûr, ça va beaucoup dépendre du système d'information RH dont vous disposez. Plus vous avez un système informatique RH qui est évolué, plus c'est facile de suivre les indicateurs. Sinon, vous êtes un peu condamné à des tableaux Excel. Et c'est vrai que ça peut être parfois un peu pénible à suivre. Quand c'est automatisé, ça va quand même beaucoup plus vite. Et une fois que vous aurez mis en place ces indicateurs, vous allez convenir d'un cycle périodique d'analyse, prévision, plan d'action. Ne vous affolez pas, c'est ce qu'on va voir à la page suivante. Qu'est-ce que c'est le cycle périodique? Alors, avant de passer à la page suivante, on va surtout rappeler, on va bien sûr rappeler qu'il faut former
autant que possible l'ensemble du personnel de la DRH à toute cette méthode de gestion des effectifs, de façon à ce que la démarche soit partagée. Alors, j'ai une question sur la double comptabilité. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire par là que dans vos tableaux de bord, prenons le tableau de bord d'une entreprise donnée, une entreprise forestière, vous pouvez avoir un comptage de votre effectif qui va être un comptage organisationnel. Donc, vous allez en gros compter l'effectif total de l'entreprise et puis vous allez pouvoir faire un découpage un peu plus fin en disant quel est le découpage à l'usine de transformation, quel est l'effectif sur un site d'exploitation forestière. Vous pouvez également faire un état des effectifs par direction, mettons la direction financière, la DRH, la direction, voilà, la direction technique, je ne sais pas, voilà, vous pouvez avoir comme ça, ou la direction informatique, vous allez avoir une comptabilité de l'effectif par structure. Ça, c'est une comptabilité organisationnelle. Ça veut dire que vous faites des tableaux où vous reprenez vos effectifs d'un point de vue organisationnel. Alors que si vous faites une comptabilité des effectifs par métier et emploi, là, vous n'allez pas compter, vous n'allez pas prendre en compte les directions, les services ou les sites. Vous allez mettre en ligne tous les emplois de l'entreprise. Alors, c'est les emplois au sens du référentiel dont Jacqueline a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un référentiel dans lequel vous avez les abatteurs, les différents métiers de l'entreprise. Alors, si vous avez déjà, vous, des fiches d'emploi, vous avez déjà cette liste d'emplois, mais si jamais cette liste d'emplois, elle n'est pas très claire, qu'en tout cas vous voulez la compléter, vous avez l'excellent référentiel de la TIBT qui vous permettra de voir quels sont les métiers référencés dans la filière au bois. Alors évidemment, les emplois là sont présentés de manière un peu plus générale, mais ils collent avec les emplois tels qu'on les rencontre dans les entreprises forestières. Alors, si vous faites une comptabilité des effectifs par métier et emploi, ça veut dire que vous allez avoir un tableau dans lequel vous allez avoir sur chaque ligne le nom d'un métier ou d'un emploi, donc abatteur, cubeur, maîtreur, etc., etc. Et en face, vous allez avoir l'effectif. Donc, vous allez avoir non plus un effectif par service ou par direction, mais vous allez avoir un effectif par type de métier. Alors évidemment, parfois ça correspondra, parce que si vous avez, mettons, tous les métiers d'abatteur sur un site de production, enfin sur un site d'exploitation, en fait, un site où on coupe le bois, ça va coller avec effectivement le site. Mais là, ce sera une comptabilité donc par métier. Et s'il y a un métier qu'on retrouve dans plusieurs types d'équipes, dans plusieurs équipes différentes, et bien là, on ne va pas compter les équipes, on va compter le nombre total de gens qui travaillent dans le métier. Combien, alors si par exemple il y a des gens qui occupent un emploi équivalent, mettons quelqu'un qui est gestionnaire, je ne sais pas moi, prenons par exemple une assistante qui travaillerait, qui serait l'assistante de directeur, il peut y en avoir une qui travaille au siège de l'entreprise, une autre qui travaille auprès du directeur d'exploitation, une autre qui travaille peut-être auprès du DRH. Et bien là, on va comptabiliser l'ensemble des assistantes de direction. Donc, vous aurez le métier assistant de direction et vous aurez en face l'effectif de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle la double comptabilité. On compte les effectifs par organisation, par site, par direction, par service, mais on peut aussi les compter par type de métier, de façon à savoir de combien de personnes vous disposez dans chaque métier. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. D'accord, très bien. OK, donc j'ai été clair, parfait. Alors ensuite, comme je l'ai dit, mettre en place les indicateurs et convenir du cycle périodique d'analyse. C'est ce qu'on va voir juste à la page d'après. Alors là, on rentre vraiment dans le cycle GPEC, c'est-à-dire qu'au fond, quand on suit le cycle complet, on met vraiment en place la GPEC. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez qu'il y a 7 étapes. C'est assez lourd, je le reconnais. Et donc, ce cycle périodique, normalement, on ne le fait pas tous les ans, on le fait tous les 3 ans, parfois tous les 4 ans, parce que ça nécessite beaucoup de travail. Et puis, c'est un travail d'analyse à long terme, donc on n'est pas obligé de le refaire chaque mois ou chaque année. Moi, je dirais que le faire tous les 3 ans, c'est pas mal, tous les 2 ou 3 ans.
La première, c'est de partir de la stratégie d'entreprise et de partir du contexte d'évolution des activités, c'est-à-dire tenir compte de tout ce qui se passe dans l'entreprise en termes d'évolution et de développement. Prendre en considération les projets de la direction générale en termes de développement de l'entreprise. Une fois que vous avez fait ce travail, qui consiste juste à vous rappeler un peu quels sont les axes stratégiques de l'entreprise, vous allez faire l'inventaire de vos ressources disponibles. C'est-à-dire que vous allez calculer vos effectifs à la fois total et ventilés par organisation et par métier. C'est la deuxième étape. Ensuite, vous allez évaluer la pente naturelle et les mouvements prévisibles de personnel, c'est-à-dire combien vous serez dans 3 mois ou dans 6 mois, en tenant compte des départs à la retraite qui sont prévus et en tenant compte des mouvements prévisibles de personnel, puisque vous pouvez avoir des gens qui vont changer de poste, des gens peut-être qui vont être recrutés, dont le recrutement est déjà programmé, et puis des gens qui vont partir, donc ça peut être notamment pour des départs à la retraite. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire une projection. Alors une projection qui peut être à 1 an, à 2 ans ou à 3 ans. Alors c'est vrai qu'à 3 ans, c'est plus difficile parce qu'on ne maîtrise pas toutes les informations, mais on peut au moins faire une projection à 1 an en disant, dans 1 an, on en sera à peu près là, si on ne fait rien, c'est-à-dire sans faire de GPEC, dans 1 an, voilà un petit peu tout ce qu'on aura comme ressources en tenant compte de ce que nous avons aujourd'hui, des départs programmés, des mouvements prévisibles de personnel. Une fois que vous avez fait ce travail de projection, vous allez vraiment essayer d'identifier les besoins liés à la stratégie, à l'évolution des activités. Est-ce qu'il y a de nouveaux métiers qui vont devoir apparaître? Est-ce qu'il y a des activités qu'on va devoir renforcer? Est-ce qu'il y a des compétences qu'on n'a pas aujourd'hui qu'il va falloir recruter également? Ça, c'est toute l'identification des besoins. Et une fois que vous avez fait ce recensement de besoins, vous faites ce qu'on appelle la mesure d'écart. Est-ce que les ressources dont vous disposez vous permettent de combler les besoins? Si oui, dans ce cas, l'entreprise peut continuer à fonctionner normalement. Sinon, s'il y a des écarts entre les besoins et les ressources disponibles, dans ce cas-là, il faut mettre en place des plans d'action. Les plans d'action, c'est quoi? Des plans de recrutement, des plans de formation adaptés. Ça peut être aussi des mobilités en interne à l'entreprise pour redéployer du personnel d'une activité à l'autre. Bref, c'est tout le travail qui va consister à faire en sorte que les ressources soient au niveau des besoins le moment venu, c'est-à-dire d'ici 1 an, 2 ans ou 3 ans. Alors, plus on fait l'exercice à long terme, plus c'est difficile, évidemment. Donc, c'est pour ça que je vous conseille plutôt de faire un travail à peu près à 1 an, parce que là, vous avez normalement une visibilité sur les évolutions prévisibles qui vont toucher l'entreprise. Et encore, vous ne verrez pas tout. Il y a des choses, il y a des évolutions qu'on ne peut pas prévoir. Il y a des changements de cap stratégique. Des fois, une entreprise elle change de propriétaire ou il y a une fusion avec une autre entreprise qui est envisagée et ça peut se décider voilà, rapidement et parfois on n'a pas le temps de le prévoir. Mais tout ce qu'on peut prévoir, on essaie de le prendre en compte pour justement monter les plans d'action. Voilà ce qu'on appelle le cycle périodique d'analyse, prévision, plan d'action. Donc on peut dire que si vous mettez en place ce cycle, vous êtes dans une véritable GPEC, c'est-à-dire que vous êtes véritablement dans une GPEC opérationnelle. Vous ne vous êtes pas contenté juste de décrire les emplois et les métiers, mais vous avez véritablement fait de la GPEC opérationnelle. Alors je vois une question sur la pente naturelle. C'est quoi la pente naturelle, puisque j'ai utilisé le terme à plusieurs reprises? La pente naturelle, c'est la pente naturelle. Non, mais c'est pas grave. C'est vrai que ce sont des notions sur lesquelles je suis passé parfois un peu vite. La pente naturelle, c'est quoi? Vous avez aujourd'hui un effectif, mettons, de 500 personnes. 500 personnes qui travaillent dans votre entreprise. Eh bien, la pente naturelle, c'est le fait que cet effectif, il va évoluer naturellement
de par les départs à la retraite, donc les gens vieillissent et il y a des gens qui vont partir à la retraite. Alors, c'est sûr que si vous avez une entreprise jeune, bah, la pente naturelle ne conduira pas à des départs parce que les gens, ils n'auront pas vieilli au point de partir à la retraite. Mais si vous avez des gens de tous âges dans l'entreprise, vous allez avoir des gens qui vont partir progressivement. Donc, la pente naturelle, c'est l'évolution naturelle de l'effectif par le vieillissement et par toutes les formes de départ naturel. Alors, ces départs naturels, ça peut être des fins de contrat, ça peut être des licenciements, ça peut être des démissions, ou ça peut être tout ça. Alors, ça peut être, et c'est plus dramatique, des décès, mais dans un ensemble très important de personnes, mettons 1000 personnes, 2000 personnes, on sait bien que malheureusement, il y a des gens qui vont nous quitter. Et donc, la pente naturelle, c'est le fait que si vous ne recrutez personne dans l'intervalle, vous allez avoir votre effectif qui va baisser naturellement, qui va baisser progressivement avec le vieillissement des gens et les départs naturels. Et les mouvements prévisibles de personnel, ben, c'est tous les mouvements à la fois internes, externes qui peuvent arriver, c'est-à-dire des recrutements, par exemple, qui sont prévus. Si vous avez, par exemple, des recrutements prévus le mois prochain, vous allez dire, ça, ce sont des mouvements prévisibles. Vous les avez prévus, ils sont programmés. Mais tout ça pour vous dire que cette pente naturelle, c'est donc l'évolution naturelle de l'effectif par l'effet du vieillissement et des autres types de départs. Et ça inclut également les recrutements que vous avez programmés. Et la pente naturelle va vous amener d'un effectif peut-être de 500 personnes aujourd'hui à un effectif qui sera un effectif de peut-être 480 ou 490 dans 2 mois. C'est ce qu'on appelle la pente naturelle. Ça porte un autre nom, on appelle ça l'attrition, c'est un mot très rare, l'attrition, A-2-T-R-I-T. T-I-O-N, quand on parle d'attrition RH, on veut parler de la baisse naturelle de l'effectif. Voilà, baisse naturelle de l'effectif. Ce n'est pas des licenciements économiques, c'est le fait qu'il y a des gens qui partent soit parce qu'ils sont trop vieux, ils doivent quitter l'entreprise, ou alors ils partent parce que malheureusement il y a des gens qui peuvent décéder, puis il y a des gens qui peuvent également choisir de partir naturellement parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs. Et puis, il y a toujours le petit lot éventuellement de licenciements pour des causes, pour des problèmes disciplinaires ou autres. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la pente naturelle. C'est une pente contre laquelle on ne peut pas aller parce que c'est un peu inscrit dans l'ordre des choses. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, super, super. Alors, donc, on a vu donc, le cycle global de GPEC et maintenant, on va terminer notre session de formation avec les tableaux de bord de gestion des effectifs. Alors, je vais vous montrer 3 types de tableaux de bord. On va voir les différents tableaux de bord tels qu'on peut les définir. Alors, les tableaux de bord, ce sont les tableaux de bord qui permettent de suivre l'évolution des effectifs. Alors, ces tableaux de bord doivent permettre d'avoir une vue à la fois sur l'effectif, mais aussi sur les emplois et les compétences. Donc, vous allez voir que les tableaux que je vais vous montrer sont des tableaux qui ne sont pas liés uniquement à l'effectif, mais qui prennent aussi en compte les emplois et les compétences. Alors, on distinguera 3 types de tableaux de bord. Il y a les tableaux de bord qui peuvent être purement descriptifs et qui montrent la réalité à l'instant T. Il peut y avoir des tableaux de bord prévisionnels qui montrent les évolutions qui ont un caractère certain, c'est-à-dire les évolutions qui sont programmées, dans lequel on va tenir compte des recrutements programmés, des départs programmés. Et puis, il y a des tableaux de bord qui vont être des tableaux de bord prospectifs, qui vont montrer des tendances d'évolution à moyen et long terme. Alors, on va voir ces 3 types de tableaux de bord. Alors, je vous précise d'emblée que les tableaux que vous allez voir sont des tableaux fictifs. N'y voyez pas le reflet d'une réalité. Alors, même si j'ai pris des emplois qui existent dans les entreprises forestières, ce sont des tableaux uniquement fournis pour l'exemple. Ils n'ont pas de dimension de réalité
de stricte réalité. Alors, on va commencer par les tableaux de bord purement descriptifs qu'on va voir à la page suivante. Voilà. Alors là, en même temps, ça vous permet de voir une liste, une comptabilité de l'effectif par métier. Vous voyez que là, j'ai pris un grand métier qui est la gestion durable de la forêt au sens du référentiel métier de la TIBT, et j'ai pris une série d'emplois: aménagiste, cartographe, sociologue, responsable faune, pépiniériste, sylviculteur. Alors, la deuxième colonne, c'est le statut de l'emploi, qui peut varier. Alors là, j'ai mis des statuts approximatifs. Ne m'en veuillez pas si un tel est plutôt cadre ou maîtrise, mais on rappelle quand même le statut de l'emploi, parce qu'en général, c'est des emplois qui vont correspondre soit à des cadres, soit de la maîtrise, soit à des ouvriers ou des employés. Et on met après l'enjeu RH comme je vous l'ai expliqué. Alors là, vous voyez que par exemple, l'aménagiste est vu comme un emploi clé. Le cartographe est vu comme un emploi en tension. Ça veut dire que dans cette entreprise, il n'y a pas assez de cartographes par rapport aux besoins. Le sociologue est vu comme un emploi critique, c'est-à-dire un emploi qui sera très difficile de remplacer si jamais la personne s'en va. Le responsable faune est également vu comme un emploi en tension. Et puis sur pépiniériste et sylviculteur, il n'y a pas d'enjeu particulier. Donc il peut y avoir des emplois pour lesquels tout va bien, il n'y a pas à s'alerter, ni parce qu'il y a du sous-effectif, ni parce qu'il y a un risque de ne pas remplacer la personne, de ne pas pouvoir remplacer la personne. Voilà. Alors après, vous avez l'effectif inscrit et l'effectif présent. Là, on retrouve les définitions que je vous ai données. Donc, vous voyez que par exemple, l'aménagiste, il y en a 4 dans l'entreprise, mais il n'y en a que 3 qui sont présents. Peut-être qu'il y en a un qui est en arrêt longue maladie, par exemple. Et on voit que, par exemple, les cartographes, il y en a 5 inscrits et 5 présents. Donc, tout le monde est à son poste de travail, il n'y a pas d'absent de longue durée. Après, vous avez l'âge moyen des gens qui sont concernés par chaque métier. Donc, vous voyez que l'âge moyen, il est par exemple de 38 ans pour les 4 aménagistes. Et l'âge moyen des pépiniéristes, il est de 41 ans. Donc, sur les 4 pépiniéristes de l'entreprise, ça fait une moyenne de 41 ans. Après, vous avez une colonne sur l'ancienneté moyenne. Alors, vous voyez que il n'y a que le sociologue où il y a une grande ancienneté. Donc, ça peut être des sociologues qui sont là depuis peut-être 15 ans. Hein. Donc, ils ont une ancienneté moyenne de 15 ans. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont fait un long parcours de l'entreprise. Mais vous voyez qu'en revanche, au niveau du sylviculteur, il y en a 3. L'âge moyen, c'est 28 ans et ils sont là depuis peu, puisque l'ancienneté moyenne, c'est 4 ans. Et après, vous avez le taux de rotation qui est calculé, qui permet de voir s'il y a beaucoup de mouvements dans ces emplois. Alors, vous voyez que c'est sur l'emploi de cartographe que la rotation est importante. Ça veut dire que sur quelques années, il y a eu peut-être 1 ou 2 changements de cartographe, ce qui explique le taux de rotation. Maintenant, vous voyez que pour le sociologue ou le responsable faune, il y a 0% de taux de rotation. Ça veut dire que sur plusieurs années, il n'y a eu ni recruté ni départ. On reste avec les mêmes. Quand le taux de rotation est de 0%, ça veut dire que sur une période qui peut être d'1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on n'a pas de mouvement. On n'a pas de mouvement. Alors là, on ne nous dit pas si le taux de rotation il est calculé sur 1 an ou sur plusieurs années, mais en tout cas, on voit que sur le responsable faune, il n'y a pas de mouvement. Donc, c'est les mêmes personnes qui sont là, alors qu'il y a eu du mouvement pour les cartographes. Voilà ce qu'on appelle un tableau de bord descriptif. Alors évidemment, vous êtes libre d'enlever ou de rajouter des colonnes qui vous intéressent, mais vous voyez que là, ce sont des colonnes qui reprennent la notion d'effectif, mais aussi la notion d'emploi, d'emploi ou de métier, qui sont listés dans la colonne de gauche, avec l'effectif inscrit et présent. Voilà bon pour un premier tableau de bord très simple, qui est là surtout pour montrer la photographie de l'entreprise à l'instant présent. On va passer sur la page suivante et on va voir un tableau de bord prévisionnel. Alors là, je ne sais pas, Jacqueline, si vous avez la possibilité de zoomer un peu sur le document, si on peut le voir d'un peu plus près. Peut-être, là, vous êtes passé sur la page d'après. Je ne sais pas si vous avez accès à la loupe, là, vous savez, au zoom qui permet de
Ah voilà, très bien. Alors là, voilà, oui, vous y êtes arrivé. Alors juste, il faut faire. Écoutez, on va le garder comme ça et on zoomera simplement si on a besoin de donner une précision. Alors, vous voyez qu'à gauche, vous avez les emplois d'une équipe RH qui sont là. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le chef de service RH, le responsable de proximité, l'agent hygiène et sécurité. Et on voit que leurs compétences clés sont inscrites dans la deuxième colonne. Et après, on retrouve toujours cette notion de statut. Alors, on voit que le chef de service RH, il est pointé comme un emploi clé. Le responsable RH de proximité comme un emploi critique. Ça veut dire qu'on va avoir du mal à renouveler, à remplacer le responsable RH s'il part. Et après, vous avez l'effectif. Et l'effectif, il est déployé par structure. Donc, on voit que, par exemple, le chef de service, il y en a 4. Là, c'est une grosse DRH. Donc, il y a 4 chefs de service dans cette DRH. Des gestionnaires RH, alors, il y en a 6 qui sont à la DRH. Et puis après, il y en a 3 et 2 qui sont dans un site qui est appelé site A et site B. Ça serait par exemple des filiales ou des annexes de l'entreprise dans lequel il y aurait également des RH qui ne sont pas directement au siège, mais qui travaillent dans des succursales, si vous voulez. Et vous voyez que tout le tableau permet de mettre en rapport l'effectif avec les structures. Est-ce qu'on est au siège? Est-ce qu'on est sur un site qui pourrait être un site d'exploitation, de transformation? Et après, on a toute une série de chiffres qui nous rappellent les départs qui sont prévus, c'est-à-dire les sorties de l'entreprise, c'est-à-dire les gens qui vont partir, soit parce qu'ils ont remis leur démission, soit parce que leur départ à la retraite est prévu. Après, nous allons avoir les mobilités sortantes prévues. Alors, les mobilités sortantes, ce n'est pas des gens qui sortent de l'entreprise, ce sont des gens qui sortent de leur emploi, qui changent d'emploi, qui vont, mettons, quitter le travail. Alors, vous voyez que, par exemple, le gestionnaire RH, il y a 2 mobilités sortantes prévues. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui sont aujourd'hui gestionnaires RH, mais qui demain vont peut-être travailler à la comptabilité ou dans un autre service. Et vous avez après les mobilités entrantes, donc là on compte les gens qui vont arriver dans le service, toujours en mobilité interne. Et après vous avez le solde des mobilités, c'est-à-dire le rapport entre entrant et sortant. Donc vous voyez que le solde peut être positif, négatif, ou il peut être égal à 0. Et après vous avez les arrivées prévues, c'est-à-dire les gens qui viennent de l'externe. Donc c'est les recrutements. Des recrutements des gens qui viennent de l'extérieur de l'entreprise. Et donc, quand vous faites un peu votre cuisine et que vous additionnez toutes ces valeurs, vous avez un effectif projeté qui va être, vous voyez, donc 30 personnes à date et 23 projetées, parce qu'il y a eu plus de départs que d'arrivées. Et donc là, vous avez ensuite un plan d'action qui va vous donner les actions qu'il faut mettre en place rapidement. Vous voyez que le chef de service RH, il y en a 4, bientôt il n'y en aura plus que 3. Donc, il va falloir faire un recrutement d'urgence. Vous voyez que parfois, il peut y avoir parmi le plan d'action une formation à la prise de poste. Par exemple, vous voyez que pour le responsable RH de proximité, ben, il y en a un qui va arriver en mobilité interne. Eh bien, lui, il va falloir l'aider pour bien prendre la mesure de son poste. Bref, vous avez une liste des actions qui sont engagées. Donc, retenez que ce tableau de bord prévisionnel, c'est un tableau de bord qui est réalisé sur la base de ce qui est prévu, de ce qui est programmé. On n'est pas dans une estimation, on est dans quelque chose qui est a priori prévu, départ à la retraite prévu, recrutement prévu, mobilité interne prévue. Ça, c'est le tableau de bord prévisionnel. Et on va terminer avec le 3e tableau de bord, le tableau de bord prospectif. Alors celui-là, c'est un tableau de bord sur le long terme. Là, on n'est plus à 6 mois ou à 8 mois, on est à plus d'une année. Alors, on retrouve nos emplois. Vous voyez qu'il y a des emplois d'exploitation forêt, abatteurs, opérateurs GPS, prospecteurs botanistes, les métiers transversaux. On a l'effectif actuel. Alors là, on ne précise pas si c'est de l'inscrit ou du présent. Mettons que ça soit de l'inscrit. On voit qu'on a à nouveau le statut. Alors, on voit que l'abatteur, là, il est en tension. Prospecteur, il est emploi critique.
l'opérateur de saisie est évolutif. Et après, vous avez un petit tableau très simple dans lequel vous avez 4 cases qui peuvent être remplies. Alors, c'est les codes relatifs aux facteurs d'évolution. D+, ça veut dire qu'il va y avoir une augmentation de la demande, c'est-à-dire la charge de travail va augmenter. On va avoir un besoin de bras supplémentaires. Ça, c'est D+. IT, c'est technologie, ça c'est quand il va y avoir des évolutions au niveau des logiciels, au niveau de la technologie utilisée. Ça peut être aussi les équipements de l'entreprise. OR, c'est l'organisation, c'est quand il va y avoir des évolutions au niveau de l'organisation. Et RE, c'est réglementaire, c'est-à-dire tout ce qui est juridique, réglementaire. Vous pouvez mettre également là-dedans les normes qualité, les procédures de certification. Alors, ça veut dire que quand vous mettez en rouge une des cases, ça veut dire que vous estimez qu'il y a là des évolutions qui vont se produire pour l'emploi concerné. Vous voyez, par exemple, le responsable certification, il y en a 2 dans ces entreprises, c'est considéré comme un emploi critique et vous voyez qu'il y a la case RE qui est cochée, rouge, qui veut dire qu'il y a des évolutions attendues des normes et des règles de certification. Donc, on sait que cet emploi-là, il va falloir l'adapter. Et vous voyez qu'à la dernière colonne, dans la colonne action, il y a formation, parce qu'il va falloir former ce responsable de certification. Et juste avant, il y a une colonne où on a mis les impacts en termes de compétences. Comme les normes et les règles de certification vont évoluer, il y a peut-être des nouvelles normes ISO, des nouvelles normes OHSAS, etc. Et donc, vous voyez que dans l'impact sur les missions, on a dit impact fort, c'est-à-dire que les missions de ce responsable de certification vont évoluer, vont bouger. Si maintenant vous prenez le prospecteur botaniste, vous voyez que là, l'effectif actuel, il est de 2 personnes. C'est un emploi critique, mais là, on n'a pas identifié de facteur d'évolution. On considère qu'il n'y a rien qui nous indique que l'emploi devrait évoluer. Donc, vous voyez que la tendance en termes d'effectifs, elle est toujours la même. L'impact sur les missions, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'impact sur les compétences. Simplement, on nous dit que comme c'est un emploi critique, qu'il est difficile de remplacer, eh ben on va recourir par exemple à un cabinet de recrutement spécialisé, et puis peut-être qu'on va se rapprocher des écoles ou des universités qui forment les botanistes pour avoir peut-être des gens qui pourront intégrer l'entreprise. Voilà comment fonctionne un tableau de bord prospectif. Un tableau de bord prospectif, vous le faites sur les emplois qui vont connaître des évolutions pour essayer de voir quelles seront les actions qui seront engagées. Alors, je ne sais pas si on m'entend toujours, Jacqueline. J'ai été un peu long là, mais est-ce que vous m'entendiez bien? Allô, Très allô? bien. En tout cas, je le trouve très intéressant aussi. D'accord, très bien, merci. Je vois que Dimitri aussi nous a dit oui. Alors, on va conclure la session de formation avec une petite page de rappel d'éléments généraux. On peut aller sur cette dernière page. Alors, donc la gestion des effectifs correspond, comme on l'a vu, à un versant essentiel et nécessaire pour toute démarche de GPEC. Et pour disposer d'une véritable gestion prévisionnelle des effectifs, il faut déjà réunir quelques conditions. Tout d'abord, il faut s'entendre sur une définition claire et partagée de l'effectif, de sa méthode de calcul et de ses conditions de suivi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être très clair, qu'est-ce qu'on entend par effectif, comment on le calcule, comment on le suit. Est-ce que vous le suivez tous les mois? Est-ce que vous le suivez toutes les semaines? Est-ce que c'est l'inscrit? Est-ce que c'est le présent? Etc., etc. Ensuite, faire le lien entre effectifs, emploi et compétences. C'est-à-dire qu'il faut que vous comptabilisiez vos effectifs, pas seulement par site ou par direction, mais aussi par métier, par emploi. C'est-à-dire dire combien vous avez d'abatteurs, combien vous avez de cubeurs, combien vous avez de conducteurs d'engins, etc., etc. Ensuite, mettre en place quelques indicateurs jugés importants pour l'entreprise. Je vous ai donné quelques définitions: taux de rotation, taux de mobilité, taux d'absentéisme, et intégrer ces indicateurs dans votre système d'information RH. Ensuite, il vous faudra élaborer quelques tableaux de bord qui permettront de décrire la situation actuelle, les évolutions à court terme ou les évolutions à plus long terme. Alors, si vous faites des tableaux de bord pour la situation actuelle,
c'est pas vraiment de la GPEC, là, c'est simplement de la gestion des ressources humaines courantes. Mais si maintenant vous commencez à faire des tableaux sur les évolutions à court terme et les évolutions à plus long terme, là, vous rentrez vraiment dans une vraie démarche de GPEC. Et enfin, dernier conseil, il faut utiliser l'ensemble des outils que je vous ai montrés dans cette formation dans le cadre d'un cycle régulier de GPEC, par exemple tous les 3 ans ou tous les 2 ans, c'est-à-dire tous les 2 ans avec l'équipe RH et avec l'appui des différentes directions métiers, avec l'appui des responsables d'exploitation, de faire un inventaire des ressources disponibles, combien vous avez de personnes dans chaque métier, faire une analyse des besoins prévisionnels, est-ce qu'il y a des métiers qu'il va falloir renforcer en effectif, est-ce qu'il y a des compétences qu'il va falloir développer, et donc vous aboutirez à un plan d'action RH. Donc vous ferez un travail qui vous permettra d'anticiper un peu par rapport à, voilà, par rapport à un traitement dans l'urgence, quand il y a des problèmes qui se posent sur tel point, enfin tel problème de compétences, tel problème d'effectifs, de postes qu'il faut, de postes vacants sur lesquels il faut recruter. Eh bien, tout ce que je vous ai montré sur la GPEC aujourd'hui, c'est une démarche pour essayer d'anticiper autant que possible. Alors évidemment, ça n'empêchera pas les surprises, ça n'empêchera pas le traitement dans l'urgence, évidemment, mais au moins vous aurez un outil qui vous permettra de gérer de manière plus anticipée, avec une logique prévisionnelle plus forte. Voilà donc ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Si bien sûr il y a des questions, on y répond. Vraiment, merci beaucoup Thierry. Je voudrais juste rappeler à tout le monde, en fait, cette dernière diapo notamment, c'est exactement la raison pour laquelle nous avions voulu donc, former des chefs de site, des dirigeants des entreprises, parce que les RH ont déjà été formés et Oui, tout à la prise de décision sur la définition de l'effectif, sur combien d'années on va faire tourner, faire fait. l'analyse GPEC, ça se fait qu'ensemble. Le RH ne peut pas Oui, être toute seule dans son coin avec ça. Donc, non, tout à fait, voilà. c'est vrai. Il faut le faire en accord avec la direction générale et puis avec la direction de chaque site d'exploitation Ouais. ou de De mon transformation. expérience, c'est très utile lorsqu'on veut ouvrir une nouvelle ligne de sillage ou de déroulage, ou lorsqu'on veut, Oui. par exemple, aller de 2 équipes à 3 équipes, Hmm. ou, euh, ou lorsque dans le plan d'aménagement, on envisage, on va arriver dans une zone avec une essence de bois qu'il faut Mhm. valoriser d'une autre manière. Ou lorsqu'il y a, par exemple, pour certaines entreprises ici, lorsqu'il y a une zone économique spéciale qui s'installe et vous pouvez donc Mhm. valoriser d'autres essences, donc il faut augmenter Mhm. les équipes d'abattage, etc. En fait, Alors, adapter toute la logistique. Ouais. oui, il est vrai que lorsqu'il y a une transformation importante dans l'entreprise, tous ces outils apparaissent d'autant plus nécessaires, hein, effectivement. Ouais, ouais. Il y a eu une question, pas dans la conversation, mais plutôt dans le Q&A, donc le question et réponse de Oui, l'entreprise Green Consultech. Elle oui. voudrait savoir à partir de quelle taille d'entreprise, en fait, le GPEC est utile? Ben, il n'y a pas une réponse précise. Disons que imaginons une toute petite entreprise, par exemple, un magasin où il y a quelques vendeurs, avec, une caissière ou un caissier et puis, un chef de rayon et puis, un directeur du magasin, bon, une dizaine de personnes, mettons une quinzaine de personnes. Il est vrai que là, vu qu'on est sur un petit effectif, les questions de GPEC se posent moins parce qu'on connaît tout le monde, on connaît les compétences de chacun et on va s'ajuster, assez facilement. La GPEC devient vraiment utile dès lors qu'on gère un effectif plus important. Alors, il n'y a pas un chiffre limite véritablement, mais à partir du moment où une entreprise est structurée avec plusieurs centaines de collaborateurs, avec éventuellement plusieurs sites de travail, il peut y avoir le site d'exploitation ou plusieurs
plusieurs sites d'exploitation, un site de transformation. Bref, dès lors qu'on est face à une structure déjà bien organisée, avec voilà, un nombre de salariés qui va être peut-être de 100 ou de plusieurs centaines, on est déjà à une échelle où la GPEC peut s'avérer nécessaire, parce que tout simplement, on n'a pas la visibilité sur chaque personne individuellement, et donc il faut bien avoir un minimum d'organisation et un travail de gestion pour pouvoir suivre tout cela. On n'a pas besoin de faire vraiment un tableau de bord si on travaille, mettons, en famille à 3 ou 4, mais on commence à avoir besoin de tableau de bord quand on a un nombre de personnes important à suivre, parce qu'on ne peut plus suivre les gens individuellement. On est bien obligé d'avoir des tableaux qui nous permettent d'anticiper. Voilà, donc moi je dirais qu'en tout cas, les entreprises de taille forestière, avec la taille que je connais, hein, quand j'avais animé les formations, on parlait d'entreprises, certaines ont plusieurs centaines, et il y en a même qui dépassent le millier de salariés. Bah, la GPEC est tout à fait indiquée. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore une question? Bon, je ne crois pas. En tout cas, nous espérons que vous avez trouvé ça utile pour vos entreprises. N'hésitez pas de nous envoyer d'éventuelles suggestions encore. Thierry, peut-être vous voulez juste dire quelques mots sur la prochaine session? Oui, tout à fait. Oui, merci Jacqueline. Donc le prochain module, donc la semaine prochaine, le 20 juin, jeudi, à la même heure. Et donc le module sera consacré cette fois-ci à tout ce qui est organisation du travail. Là, on ne parlera pas trop des effectifs, mais on parlera de l'organisation du travail, c'est-à-dire comment les services, les équipes peuvent s'organiser en utilisant la GPEC. Comment les tâches peuvent être mieux distribuées, les activités peuvent être mieux réparties en en s'appuyant sur la GPEC. C'est déjà loin. Oh, je viens de finir. Ok, merci beaucoup Thierry. Merci. Je vais donc envoyer à tout le monde la cartographie des métiers que nous avions fait dans le cadre du projet ADFAC, avec Oui, les différentes fiches métiers oui, et le support aussi et également. le lien pour la prochaine webinaire de jeudi prochain. D'accord, et puis le support également, sans doute, peut-être que vous l'avez déjà Oui, adressé. oui, oui. D'accord, ok, très Merci bien. beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je vois que Dimitri nous demande si c'est possible d'avoir le slide. La présentation est-elle disponible? Oui, je vais vous les tous envoyer. Merci beaucoup. Merci, merci à toutes et à tous, et merci Bonne Jacqueline. soirée à tous. Au revoir. Et la prochaine fois, on peut démarrer à l'heure parce que maintenant, Oui, nous avons là, découvert comment faire. on adaptera bien la technique. Ok, merci à tous. Merci, bonne soirée. Merci. 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 Au revoir.